va tout de suite dans la chronique de Philippe Spanghero. C'est mon pognon, rien à cirer. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Avant de commencer cette chronique, Philippe, vous savez, vous pouvez nous voir sur la page tout simplement Facebook, sur le site, sur l'application, sur Twitch. On est filmé aussi et je tiens à signaler que tu as un très joli pull. Il vient d'où ce pull, Philippe? Il est magnifique. Merci. Et c'est sympa, c'est très coloré, c'est une belle aventure. C'est une vieille marque marseillaise qui s'appelle Kepper, que les gens du Sud surtout connaissent bien et à laquelle j'essaie de redonner vie en ce moment. Voilà. Eh bien, il est très joli ce pull. J'irai voir sur le site de Kepper s'il est disponible. On va attaquer tout de suite cette chronique avec quand même une confirmation et une énorme rumeur qui est en train de naître. Et on n'est même plus dans l'état de la rumeur, on est dans l'état de probablement de la confirmation côté Premiership. La Premiership, c'est quoi? C'est le championnat anglais, c'est outre-Manche. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les relégations sont suspendues jusqu'en 2024-2025. Cette première division qui pourrait être augmentée à 14 clubs et non plus 12 en Premiership, pour faire notamment rentrer les Ealing Trailfinders, qui est une équipe abonnée à être dans la seconde division du rugby anglais. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que le championnat anglais est en train de fermer les montées et les descentes. Pourquoi ce choix, Philippe Spanghero? Quels sont les inconvénients et les avantages de ce modèle? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, en préambule, il est important de préciser que la Premiership anglaise, ça a été la première institution du rugby du Nord à prendre contact avec CVC et à ouvrir son capital à ce fonds d'investissement qui ensuite a dupliqué ça avec la Ligue Celt et avec l'organisation Destination. Donc, les Anglais ont été assez précurseurs sur ce sujet-là pour lever de l'argent et sécuriser le modèle économique de la Premiership. Donc c'est un élément important qui permet de mieux comprendre la philosophie qui amène aujourd'hui la Premiership anglaise à avoir cette réflexion. Très concrètement, les avantages de cette potentielle ligue fermée à terme, c'est la pérennité du modèle économique. On duplique le modèle américain, très clairement, avec quelque chose d'assez spéculatif, partant du principe que tout ce qui est rare est cher. Aujourd'hui, les gens qui investiront dans des clubs qui assureront une place en Premiership anglaise gagneront de la valeur, puisque ceux qui voudront racheter seront obligés de racheter à prix fort et il y aura très peu de possibilités de marché. Le point négatif, c'est potentiellement la perte d'attrait sportif, puisque on n'est pas habitué à ça dans le rugby. Il y a la notion de match de phase finale, la notion de relégation qui joue beaucoup, qui amène un certain piment tout au long de la saison, qu'on regarde en haut du classement ou en bas. Oui. Mais en tous les cas, c'est un changement assez radical de philosophie et le championnat français va se retrouver un peu seul dans son modèle, puisque le Super Rugby avait adopté le top 14, ce format-là. Dernier championnat, grand championnat, je tiens à dire, dernier très grand championnat dans le monde, à avoir un système de montée et de descente. Est-ce que le top 14 va se diriger vers un système à l'avenir de ligue fermée? Combien de temps peut tenir encore le top 14? C'est un peu ça la question aussi, Philippe. Combien de temps ils peuvent tenir, on va voir dans les années qui arrivent et très vite. Qu'est-ce que ça amène économiquement, cette nouvelle façon de voir le rugby en Angleterre? Autant dire que si ça fonctionne bien économiquement en Angleterre, ça peut tout de suite être appliqué en France. C'est ça que tu es en train de nous dire? En réalité, on est très fort économiquement parce que les clubs sont détenus par des gens très fortunés ou des entreprises qui maintiennent un modèle économique par leur financement annuel. Mais si demain, les Anglais arrivent à générer un nouveau modèle économique et à reprendre le lead sur nous, sur tout ce qui concerne les salaires et qu'on redevienne un peu le parent pauvre du rugby du Nord, il va bien falloir trouver des solutions. Je ne dis pas que celle-ci est la bonne et que c'est l'unique solution, mais en tous les cas,
il est clair que ça peut changer la donne de façon très importante sur l'économie du rugby en Angleterre, parce que très concrètement, c'est pas utopique demain de se dire que si le club de Bristol ou de Sale est à vendre sur le modèle d'une ligue fermée, tu sais ce que t'achètes, quoi. Il saura se revendre 20, 25, 30, 40 millions d'euros. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ah oui, et c'est très intéressant, mais qu'en est-il de la deuxième division anglaise? On sait qu'elle est moins marquée, peut-être moins forte aussi. C'est peut-être ça, et on terminera là-dessus, avant d'avoir la question de Juju du 34. Est-ce que c'est applicable en France, notamment parce qu'on a un championnat de Pro D2 qui est attractif, qui est très intéressant? On sait que ça peut tuer un championnat, notamment la deuxième division, si on ferme le top 14. Ça, c'est clair, mais clairement, le modèle anglais, c'est faire le choix de la stabilité financière, puisque l'idée, c'est de dire que potentiellement, les deux clubs de deuxième division qu'on fera rentrer dans la première division sont des clubs qui doivent payer leurs droits d'entrée, certainement très cher. A priori, Saracens et Ealing Trailfinders. C'est ça, et venir du coup abonder à pérenniser l'économie de tout un championnat. Donc, quelque part, c'est le tri par l'argent. C'est dire, voilà, si ces équipes sont capables de mettre autant d'argent sur la table, elles seront capables de contribuer à valoriser le produit en achetant de bons joueurs, en étant capables d'investir sur le développement de leur entreprise et de leur marque. Ça ressemble un peu à l'Euroleague dans le basket, hein, cette histoire. Oui, mais de toute façon, quelque part, le monde sportif est en plein chamboulement. Et quelque part, force est de constater que les valorisations et les opérations financières intéressantes faites autour du sport, elles se font aux États-Unis. Donc, elles se font avec les propriétaires de clubs de sport US. Quand on voit le coût de rachat d'une équipe de soccer il y a 10 ans, et ce que ça coûte aujourd'hui pour racheter, ils ont su créer de la rareté et spéculer sur le droit d'entrée. Voilà. Et donc, il y a ce schéma. Il y a des sujets liés à d'autres modèles économiques qui reposent sur les droits télé, mais c'est pas exponentiel. Donc, force est de constater que ce format de ligue fermée, il fonctionne. Question de Juju du 34, un auditeur de l'Hérault qui a composé le 0826 300 300. Bonsoir Juju. Oui, est-ce qu'il nous appelle depuis son petit van transporteur? Oui, transporteur Volkswagen van customisé. Je voulais savoir, donc si tu fermes ton championnat pour y rentrer, donc c'est que financier, et il faut avoir de l'oseille. Donc en fait, tout marche par l'argent. Et surtout, l'efficacité, et moi je trouve que c'est sportivement que je parle, avoir la deuxième division des montées-descentes, ça permet aussi de créer une émulation et une pépinière que tu retrouves, et une Pro D2 qui est de plus en plus excellente pour justement créer des nouveaux joueurs pour le top 14, voire l'équipe de France. Quand je vois un Anthony Boutier qui est arrivé jusqu'à l'équipe de France. Philippe. Il y a des questions, il y a deux questions. Je crois que là tu as détruit le cerveau de Philippe. Ouais. Philippe, t'as coupé ton micro. Je crois que il va pas s'en remettre, Philippe. Non mais je suis d'accord avec toi. Non mais tu vois, tu es d'accord avec moi. Enfin, mais oui, non mais je suis d'accord avec toi dans le sens où je suis là, messieurs, pardon, j'avais un problème de micro. J'ai l'impression qu'en fait le fait de fermer les riches, tu peux pas, t'as pas la pépinière qui va éclore, tu vois, derrière. C'est ça que. Non, mais en réalité, je vais être assez brutal, mais quand on regarde l'économie du rugby français, c'est le top 14 qui génère l'économie. C'est ce qui fait vendre. Sur 110 millions de droits, c'est 100 millions pour le top 14 payé par le diffuseur. Ouais, en réalité, ensuite, il y a une rétrocession qui est vraiment très équilibrée. 60-40, mais c'est pas du tout proportionnel à la façon dont les acteurs l'investissent, que ce soit le diffuseur ou que ce soit les sponsors. Donc, partant de ce principe-là, ensuite, il y a deux approches. C'est juste un questionnement philosophique. Est-ce qu'on a envie de faire un modèle économique qui fonctionne et qui crache de l'argent pour les acteurs qui investissent dedans, et on tue en effet une deuxième division,
ou est-ce qu'on a envie d'avoir un rôle différent à jouer, avoir une deuxième division forte, être une pépinière pour la formation, pour l'équipe nationale? C'est encore autre chose. Le foot anglais en a pâti longtemps. C'était le meilleur championnat du monde et ils avaient une équipe nationale qui était à la trappe. C'est toujours cette façon d'essayer de rapprocher les points de vue entre différentes options. Mais malheureusement, l'économie dirige aujourd'hui le sport mondial. Les fonds d'investissement, les acteurs financiers sont rentrés de plein pied dans le sport depuis déjà très longtemps. Dans le rugby, depuis peu, mais ont clairement changé la donne et la façon de voir les choses. Et je ne sais pas si le rugby français pourra tenir dans le modèle existant aujourd'hui, mais en tous les cas, il aura besoin de trouver, de se réinventer, de trouver des nouvelles sources de revenus. Sinon, il risque d'être assez vite largué face à un modèle anglais qui sera beaucoup plus puissant. Eh bien voilà, c'est complet et c'est un très bon sujet qu'on continuera d'aborder demain avec Olivier Magne.